Bonjour, cette semaine, dans Cap Amérique, un juge contre les puissants. Nous vous proposons le portrait du juge Moro, adulé par les citoyens brésiliens pour son enquête sur le scandale de corruption Petrobras, mais haï par les politiques. Barack Obama à Cuba, une visite pour l'histoire, reportage à la Havane sur ce rapprochement historique entre l'empire capitaliste et l'île communiste. La riposte s'organise au Mexique contre Donald Trump. Le candidat multiplie les attaques contre les immigrés mexicains. Il s'est fait de nouveaux ennemis. Les politiques le détestent, mais il est adulé par le peuple. Le juge brésilien Sergio Moro est à l'origine d'un enregistrement qui fait trembler Lula, l'ex-président accusé de corruption dont le retour au gouvernement est suspendu. Portrait d'un juge de province qui fait vaciller les puissants. Au Brésil, on manifeste pour soutenir ou s'opposer au gouvernement. On se mobilise aussi pour remercier un juge. Et quel juge? Sûrement le plus connu du pays, Sergio Moro. Je suis venu ici parce que les Brésiliens n'en peuvent plus. Nous devons descendre dans les rues pour nous débarrasser de cette corruption. Et c'est bien ce que compte faire Sergio Moro, éradiquer la corruption. Depuis des mois, le magistrat enquête sur un scandale de détournement de fonds qui éclabousse les groupes du BTP, mais aussi le parti au pouvoir. Nom de code, Petrobras. Le juge n'a peur de rien ni de personne, quitte à bousculer. Ses opposants lui reprochent des emprisonnements excessifs, des incitations à la dénonciation, même une instrumentalisation de la presse. Depuis le début de l'enquête, une vingtaine de grands patrons ont été interpellés, des députés puis des ministres inquiétés. Et maintenant, la tête de l'exécutif, Dilma Rousseff et Lula da Silva. Ce dernier est soupçonné de corruption et blanchiment d'argent. Début mars, l'ancien président est arrêté chez lui, en direct, devant les caméras. Pour beaucoup, cette interpellation est humiliante. C'est la méthode Moro. En m'arrêtant, ils ont voulu me tuer, moi, le vieux serpent. Mais ils m'ont juste tapé sur les doigts, pas sur la tête. Je suis toujours vivant et combatif, comme je l'ai toujours été. 10 jours plus tard, Lula revient en politique. Il est nommé ministre d'État avec en prime une immunité. Certains y voient une manœuvre pour échapper à la justice. Une thèse alimentée par cette conversation secrète entre Dilma Rousseff et son numéro 2. Lula, je t'envoie Bessias avec les documents, à n'utiliser qu'en cas de nécessité. C'est l'investiture, c'est bon? C'est bon. Un document explosif, rendu public, un nouveau coup signé Moro. Pour le magistrat, les gens doivent savoir ce que leurs responsables font, même quand ils tentent d'agir dans l'ombre. Question, Lula pourra-t-il rester ministre? Le tribunal suprême fédéral devrait se prononcer à la fin du mois. En attendant, Lula reste à la merci de la justice ordinaire. Comprenez, du juge Moro. La visite d'État du président américain Barack Obama à Cuba restera dans les livres d'histoire. Une poignée de main suivie d'un tête-à-tête entre un président américain en exercice et le président cubain Raúl Castro. Cela n'était pas arrivé depuis plus de 80 ans. Il paraît loin le temps de la baie des cochons et de la crise des missiles. Rapprochement économique, ouverture de vols directs, bientôt de Miami vers Cuba. C'est du jamais vu. Cela n'a pas empêché les divergences d'apparaître, notamment sur la question des droits de l'homme et des prisonniers politiques. Reportage à la Havane de nos envoyés spéciaux auprès de touristes américains et de Cubains qui se rencontraient pour la première fois. La diplomatie américaine se déploie sous toutes ses formes pour une réconciliation historique. Ici, des professionnels qui partagent avec de jeunes Cubains leur savoir importé des États-Unis. Ils m'apprennent à jouer. C'est génial, on joue au baseball à Cuba, c'est incroyable. Tout cela à un jet de pierre seulement de la rencontre au sommet entre les deux chefs d'État, Castro et Obama. Saisis par l'objectif de cette famille de touristes américains, ils profitent de l'ouverture vers un pays jadis ennemi pour côtoyer ses habitants. Je suis tellement fière de voir ça en personne. Je suis fier d'avoir un président qui est un vrai modèle, pour montrer aux enfants qu'il faut savoir pardonner et tendre la main vers l'autre. Sur cette île longtemps isolée des États-Unis, la visite du président Obama occupe de nombreux esprits.
Il faut se faire à l'idée que l'empire impérialiste est désormais un pays presque ami. Jusqu'ici, ils nous ont toujours dit la vérité. Toujours. Et Fidel Castro a une devise, je dis les choses comme elles sont. Une fois que les caméras sont éteintes, certains osent dénoncer le système du parti unique et sa propagande, relayée notamment par la télévision d'État. Seul moyen pour beaucoup de Cubains de suivre cette visite présidentielle. Lors du discours de Raúl Castro, ce Cubain vient donner un point de vue qui coïncide avec celui des autorités locales. La liberté d'expression existe à Cuba, c'est juste que les gens ont peur qu'il leur arrive quelque chose s'ils parlent. Mais en fait, regardez-moi, je manifeste partout, je dis les choses comme elles sont, et il ne m'est jamais rien arrivé. Ce dimanche, plusieurs dizaines de dissidents ont été arrêtés lors d'une manifestation à La Havane. Les primaires américaines battent leur plein aux États-Unis. Hillary Clinton et Donald Trump sont toujours en tête dans la course à la nomination. Donald Trump défend, lui, depuis plusieurs mois, l'idée d'un mur anti-immigration avec le Mexique qu'il veut faire payer aux Mexicains. 11 millions d'immigrés mexicains qu'il a traités de violeurs et de criminels. Au Mexique, où son ascension inquiète, la riposte s'organise. Les Mexicains sont piqués au vif et ils comptent bien le faire comprendre à Donald Trump. Face aux attaques répétées du favori des primaires républicaines, les parlementaires du sud de la frontière ont décidé d'agir contre ce qu'ils considèrent être une menace directe. Nous appelons les membres du Sénat, à travers tous les médias possibles, à conduire une campagne contre Donald Trump pour ses actes et ses déclarations visant les Mexicains qui entraînent la haine et la division. Avec le hashtag MX Contra Trump, la campagne a pour but de court-circuiter le milliardaire, star de la télé-réalité, dans sa course vers la Maison-Blanche. Le président du Sénat, Miguel Barbosa, a ainsi enregistré une vidéo promotionnelle pour faire passer le message. Pour lui, l'heure de la vengeance a sonné. Donald Trump est un provocateur, un tyran, un démagogue, un ignorant, un fou et un menteur. Donc nous ne devons pas rester silencieux et laisser cette perception qu'il propage prendre racine. Lors de sa campagne, Donald Trump a fait plusieurs commentaires provocateurs s'en prenant à de nombreux groupes, comme les musulmans, les Afro-Américains et les femmes. Mais en juin dernier, le candidat républicain s'en est avant tout pris aux Mexicains. Quand le Mexique nous envoie son peuple, il n'envoie pas les meilleurs. Ce n'est pas vous qu'ils envoient. Non, pas vous. Ils envoient des gens qui ont plein de problèmes. Et ils apportent ces problèmes avec eux. Ils apportent la drogue, le crime. Ce sont des violeurs. Le favori des Républicains veut ainsi étendre le mur le long de la frontière mexicaine pour empêcher les immigrants de passer et compte présenter la facture au Mexique. Des déclarations qui agacent de l'autre côté de la frontière, au premier rang desquels l'ancien président Vicente Fox. Certains Mexicains tentent, eux, de le dédiaboliser en tournant Donald Trump en dérision, comme dans cette bande-annonce diffusée avant le match de football Mexique-États-Unis en novembre dernier. The American dream is dead. Pour Miguel Barbosa, le gouvernement mexicain aurait dû protester davantage l'année dernière. Une chose est sûre, les élections américaines de novembre seront scrutées de très près par les Mexicains, les États-Unis étant le premier partenaire commercial de ce pays d'Amérique centrale. Rob Ford, l'ancien maire de Toronto, est mort. Il a été emporté par une forme rare de cancer. Il avait 46 ans. Connu pour ses frasques et très ancré à droite, il était apprécié par les milieux modestes. Il avait dû se retirer temporairement de la vie publique suite à l'apparition d'une photo sur laquelle on le voyait consommer du crack. Il a dédié sa vie aux habitants de Toronto, écrit sa famille dans un communiqué. Avez-vous déjà goûté la viande de lama? Elle serait excellente pour la santé selon un ministre bolivien. Le lama, élevé dans les Andes, se retrouve même sur la carte des plus grands restaurants gastronomiques. Ces lamas font la richesse de cette terre. Relman ne pourrait pas survivre sans son élevage. Il a succédé à son père pour s'occuper des bêtes, dont la viande est de plus en plus consommée.
Avec 5000 habitants pour 25 000 têtes de bétail, Turco, en pleine cordillère des Andes, est la capitale bolivienne de la viande de lama. Sans l'élevage de camélidés, je crois qu'on ne serait plus ici. On aurait déjà migré vers d'autres régions pour chercher du travail. Maintenant, on a l'espoir de faire monter les prix en convainquant les gens que la viande de lama est bonne. Dans cet abattoir, une centaine d'animaux sont tués chaque jour. La viande, exclusivement destinée au marché national, est revendue à moins de 3 € le kilo. Avant, la viande de lama n'était pas appréciée. Je me rappelle même qu'il y a 30 ans, on ne pouvait pas la vendre librement à La Paz. On devait se cacher. Les réticences citadines envers la viande de camélidés ont progressivement diminué. Sur ce marché d'Oruro, la capitale régionale, le lama a désormais ses adeptes. Ils apprécient sa richesse en protéines, combinée à sa faible teneur en graisse. C'est naturel et il n'y a pas de produits chimiques. Les animaux sont élevés à la campagne. Moi, j'en consomme toujours beaucoup. La consommation nationale de viande de lama reste marginale, avec moins d'1 kilo par an et par habitant. En revanche, le lama a déjà conquis les tables de luxe du pays, comme ici au restaurant Gustu à La Paz. Au menu, un tartare de lama accompagné de manioc, de capre et relevé de camomille. Pour moi, le goût de la viande de lama, c'est comme un mélange entre la viande de veau et du gibier de chasse. C'est à la fois très subtil et avec une touche finale plus sauvage et un goût de sang. À Turco, un tout nouvel abattoir répondra bientôt aux normes d'exportation à l'international. La viande de lama pourrait bien un jour devenir aussi mondialement célèbre qu'un autre produit national, la graine de quinoa. Et c'est ainsi que se termine ce magazine. À très bientôt, l'info continue sur France 24.